Chapitre 6. Mais toutes mes craintes s'avérèrent sans fondement. Dès que j'entrai dans la classe, Conrad se leva et vint s'asseoir près de moi. Son plaisir à me voir était si sincère, si évident, que moi-même, avec ma défiance innée, je perdis toute crainte. D'après ses propos, il était clair qu'il avait parfaitement dormi et n'avait pas un seul instant douté de ma sincérité. Je me sentis honteux de l'avoir jamais soupçonné. Nous fûmes dès lors inséparables. Nous quittions toujours l'école ensemble, nos domiciles se trouvant dans la même direction, et il m'attendait tous les matins. Étonné au début, toute la classe prit bientôt notre amitié pour argent comptant, sauf Bolacher, qui nous surnomma plus tard Castor et Polac, et le caviar, qui décida de nous tenir à l'écart. Les quelques mois qui suivirent furent les plus heureux de ma vie. Avec la venue du printemps, toute la campagne ne fut qu'une immense floraison, les cerisiers et les pommiers, les poiriers et les pêchers, tandis que les peupliers prenaient leur couleur argentée et les saules leur teinte jaune citron. Les collines bleuâtres de la Souabe, pleines de douceur et de sérénité, étaient couvertes de vignobles et de vergers et couronnées de châteaux. Ces petites villes médiévales avaient des mairies à hauts pignons et, autour de leurs fontaines, sur les colonnes entourées de gargouilles crachant de l'eau, se dressaient des ducs et des comtes souabes portant des noms tels Eberhard, le bien-aimé, ou Ulrich le terrible, raides, comiques, moustachus, vêtus de lourdes armures. Et le Neckar coulait lentement autour d'îles plantées de saules. De tout cela émanait un sentiment de paix, de confiance dans le présent et d'espoir en l'avenir. Le samedi, Conrad et moi prenions un train omnibus pour aller passer la nuit dans l'une de ces nombreuses et vieilles auberges aux lourdes boiseries où l'on pouvait trouver à bon marché une chambre propre, une chair excellente et du vin de la région. Nous allions parfois dans la forêt noire où les sombres bois qui exhalaient l'odeur des champignons et des larmes ambrées des lentisques étaient émaillés de ruisseaux à truites sur les rives desquelles se dressaient des scieries. Il nous arrivait aussi de gagner les sommets montagneux, et dans les bleuâtres lointains, nous pouvions voir la vallée du Rhin au cours rapide, les Vosges bleues lavande et la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Ou bien le Neckar nous tentait avec ses vents légers, héros de l'Italie, et toi et tous tes peupliers, rivière bien-aimée. Ou le Danube avec ses arbres aux blanches floraisons, aux fleurs roses aussi, ou roussâtres, ces arbres sauvages aux feuilles d'un vert sombre. Nous choisissions parfois l'Ego, où il y avait 7 volcans éteints, ou le lac de Constance, le plus rêveur de tous les lacs. Nous allâmes un jour à Hohenstaufen, au Teck et à Hohenfels. Il ne subsistait pas la moindre pierre de ces forteresses, pas la moindre piste pour marquer la route que les croisés avaient suivie jusqu'à Byzance et Jérusalem. Non loin de là se trouvait Tübingen ou Hölderlin-Hyperion. Notre poète préféré avait passé 36 années de sa vie après avoir sombré dans la folie. Eintrucht von der Gottern, emporté par les dieux. Abaissant notre regard sur la tour, la demeure de Hölderlin, sa douce prison, nous récitions notre poème favori. Avec ses poiriers aux fruits jaunes, ses innombrables rosiers sauvages, le paysage se reflète dans le lac. Ô doux cygne, ivre de baisers, qui plongeait la tête dans l'eau calme et sacrée. Et moi, où puis-je trouver les fleurs en hiver? Les fleurs en hiver, et là où luit le soleil, là où est l'ombre de la terre. Les murs se dressent, muets et froids, et dans le vent claquent des étendards gelés.